Bonsoir les amis, chers auditeurs, merci de participer a cette première émission de ¿Qué onda México? Bienvenidos amigos mexicanos y gracias por estar con nosotros en ese primer programa de ¿Qué onda México? Nous sommes ici au Rouge Bohème Bistro, en Zona Rosa, en plein centre de Mexico, pour enregistrer cette première émission qui sera à la fois culturelle, divertissante et instructive. Alors, nous recevrons tous les mois des invités de marque, des historiens, des écrivains, des artistes, des musiciens, des peintres, des ONG, des associations, des chercheurs, des leaders d'opinion et des entrepreneurs. Des personnalités diverses qui vont nous parler du Mexique, de son histoire et de sa culture. L'idée, c'est de mieux connaître et de mieux comprendre ce pays, ses gens, ses us et coutumes, et de parler d'un autre Mexique que celui de la drogue et des cartels ou de la violence. Alors, vous résidez au Mexique, vous souhaitez y travailler, y prendre par exemple vos retraites, vous serez forcément amené un jour à vous exprimer sur des sujets importants, aussi important et divers que l'intervention française, par exemple, au Mexique en 1861, ou le fameux Cinco de Mayo à Puebla. Ça, c'est pour le passé, l'histoire et la culture. Et aujourd'hui, quoi de neuf? Que se passe-t-il? ¿Qué onda? Qui sont ceux qui font l'actualité dans la communauté et qui, souvent, malgré eux, continuent à entretenir cette relation entre la France et le Mexique? Alors, des jeunes entrepreneurs, des start-upers, des designers, des architectes, des professeurs des écoles, des chercheurs, des associations, nous essaierons de vous présenter tous ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui sont au Mexique, présenter leurs projets, leurs succès, leurs difficultés, différentes personnalités qui viendront nous parler de leur choix de vie, qu'ils soient par défi ou simplement par amour. Alors, nous essaierons également de vous présenter des personnalités, des gens qui ont des informations, des bons plans sur des sujets aussi divers et intéressants comme la santé, les soucis migratoires, l'éducation ou le travail. Puis nous échangerons tous les mois avec un artiste musicien, un peintre, un chanteur, mexicain ou français d'ailleurs, et nous vous présenterons un dossier tourisme en partenariat avec tourimex.com et la revue destinationmexique.com. À noter que nous inclurons dans les podcasts des vidéos, des images et des liens qui nous permettront d'agrémenter nos dossiers, rendront l'émission encore plus intéressante et ce qui vous permettra à vous de poursuivre les débats en direct avec nos invités. Bonsoir chers amis, bienvenue sur cette deuxième partie de l'émission ¿Qué onda México? Bonsoir Olivier. Salut Alain. Ça va? Ouais, toi? Bon, cette première partie était un peu longue, il faisait très très chaud. Il fait toujours très chaud. Oui, il fait toujours très chaud. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir sur cette deuxième partie. Et cette deuxième partie, nous allons la consacrer à une organisation non gouvernementale, une ONG qui s'appelle Rainforest Alliance. D'accord. Et l'objectif principal de cette ONG est la conservation de la biodiversité, qu'elle soit agricole, forestière, animale, humaine, en protégeant les droits de toutes ces entités. Après de nombreux projets effectués dans les domaines mentionnés, nous nous intéressons ce soir au programme Agricultura Inclusiva qui permet aux agriculteurs du Mexique et particulièrement ceux des Chinampas de Xochimilco de faire de leur champ une véritable entreprise autonome. Vous connaissez peut-être la ranita verde, la petite grenouille verte, c'est Rainforest Alliance. Et ce soir, nous sommes très heureux de recevoir Edgar González, qui est le directeur de Rainforest International Alliance. En fait, c'est directeur de Rainforest Alliance Mexico. Et Leslie Aldana, qui est la directrice des projets de market transformation de chez Rainforest Alliance. Bonsoir, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Edgar. Muchas gracias por la invitación. De nada, puedes hablar muy cerca del micro para que podamos escucharte bien. Edgar, tú eres el director general de Rainforest Alliance. En México. De la ranita verde que Así todo es. el mundo conoce. A ver, Así es. explícanos quiénes son ustedes en México, cuándo llegaron y qué es lo que están haciendo ahorita. Pues mira, en México tenemos trabajando desde 1991, inicialmente con una oficina en Oaxaca y trabajamos en diferentes líneas, ¿no? Desde el tema de agricultura, el tema forestal, el tema de ganadería y también el tema de turismo, ¿no? Todo esto tiene que ver con, como bien decías hace un momento, con nuestro objetivo principal, que es la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad, los servicios ambientales, pero a través de la transformación de las prácticas de uso de suelo. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Es cómo migramos de prácticas tradicionales hacia prácticas sustentables, ¿no? Pero también transformando los mercados y transformando los hábitos de consumo de la gente, ¿no? Ok, entonces, los productos
biológicos, o sea, bioecológicos, esa es la onda, ¿no? O sea, poder comprar productos de calidad. Exactamente, de calidad y que provengan de fuentes sustentables, ¿no? Sustentables. A final de cuentas, Rainforest Alliance es una marca global. Tenemos un sello de certificación en donde certificamos la producción de diferentes commodities de una manera sustentable. Como el café con Nespresso, por ejemplo, que tienen una certificación Rainforest Alliance. Exactamente. Y en las mismas cápsulas dice, bueno, el producto, por ejemplo, de México es un producto de origen sustentable, donde hay una formación de los mismos productores de café. Exactamente. Okay. Aquí lo interesante es que en Rainforest Alliance trabajamos a lo largo de toda la cadena de valor. Okay. Esto quiere decir, y nuestro principal enfoque está en los productores, o sea, esos pequeños productores de café, de mangos, de cacao, etcétera. Con ellos trabajamos para implementar estas prácticas de agricultura climáticamente inteligente, ¿no? ¿Es lo que se llama el comercio equitativo? También tiene que ver con eso, ¿no? Porque no solo trabajamos a nivel de los productores, pero como les decía, trabajamos a toda la cadena de valor. Entonces son los productores, son cómo le damos valor agregado a sus productos, pero también cómo buscamos mercados, los mercados para los pequeños productores. Entonces uno de los trabajos como más importantes para nosotros es cómo hacemos el vínculo entre los pequeños productores y las empresas como Nespresso, por ejemplo, ¿no? Y al final el consumidor que va a comprar el mismo producto Nespresso, por ejemplo. Exactamente. Okay. Exactamente. Ahora, hoy te invitamos por un proyecto muy especial que tiene que ver con México, que tiene que ver con la Ciudad de México, que es lo de Xochimilco y lo que se llama las chinampas. Ahora, es muy difícil explicar a los franceses lo que es una chinampa, porque existió en aquel entonces, cuando estaban los aztecas. ¿Qué son los chinampas? ¿Cuál es el proyecto que ustedes traen allá en Xochimilco? Bueno, el proyecto que tenemos específicamente en Xochimilco y en la Ciudad de México se llama Agricultura Inclusiva para Pequeños Productores. Aquí lo que estamos trabajando es directamente con las chinampas, que las chinampas son una forma de producción agrícola prehispánica. De hecho, esto data desde que estaba la Gran Tenochtitlán y que donde todo era un lago. Y entonces una forma de que en este lago se encontró cómo se podía producir es generando como pequeñas islas. En otros países los conocen como jardines flotantes. Son jardines flotantes. Son jardines flotantes porque al final es una forma en que en aquel momento encontraron cómo generar islas en las cuales se pudiera producir los alimentos de la ciudad. Entonces estas islas todavía se conservan en la zona de Xochimilco y es una forma de producción agrícola, pero así que data de muchos años atrás. Entonces la forma como ahorita se ha recuperado es que a través de pequeños canales se están generando estas pequeñas islas que están rodeadas por, pues básicamente son troncos que van manteniendo como la estabilidad de la isla. Y lo que hace es que como está rodeado de agua, tiene muchísimos nutrientes y todo el lodo que viene del fondo es lo que utilizan como una forma para nutrir el suelo. Y sobre esta forma de producción en estas islas es donde se generan los alimentos de la ciudad y era la única forma de producir en ese entonces, porque estábamos rodeados de lagos. Ahora esa forma es como se está conservando y es un patrimonio natural toda esa zona de Xochimilco, porque esa forma de producción aún existe, pero está como en mucho riesgo. Hay mucho riesgo en la Ciudad de México porque la zona pues era un lago y ahora actualmente pues está sufriendo por cuestiones de sequías. De hecho también hay muchos riesgos porque toda esta zona estaba rodeada de mucha biodiversidad que era nativa, ¿no? Uno de estos temas son los ajolotes que también están en riesgo porque el agua que está rodeando las islas está en peligro por tantos agroquímicos que se utilizan ahora en la forma de producción. Antes no se utilizaban agroquímicos, pero ahora ya se están utilizando por las formas en que se ha ido pues, entonces la idea es volver a la producción original tal como los hacían los antepasados. Exactamente. Aquí en México. Pero entonces, ¿y qué cultivan? Ahora que en este proyecto que tenemos, principalmente en esta zona, con este proyecto, estamos produciendo principalmente jitomates, pero tenemos casi alrededor de 20 diferentes tipos de hortalizas que estamos tratando de encontrar una forma de que el productor sea atractivo para él producir, porque otra cosa de riesgo para este tipo de producción en la Ciudad de México es que es una zona muy urbana que se está invadiendo por crecimiento de pues, zonas para vivir. Entonces lo que queremos es que estos productores encuentren un mercado
que sí les reconozca que siguen produciendo de forma orgánica, sustentable y con formas de producción pues prehispánica y que se les tenga un buen mercado, ¿no? Entonces ahorita los que estamos trabajando en esta zona, además del jitomate, están las acelgas, está esta col rizada que es el kale, que ahora está mucho de moda, tenemos arúgulas, tenemos zanahorias y brócolis inclusive. ¿Y los compradores quiénes son? ¿La misma gente que vive en la Ciudad de México? ¿Cómo están los canales de distribución entre productores y compradores? Aquí lo interesante y justo lo que estamos haciendo en este proyecto es cómo buscamos esos canales de comercialización, ¿no? Okay. Dentro del proyecto, como el espíritu del proyecto es crear las capacidades en los productores, no solo para producir de una manera sustentable, orgánica, pero también para que los mismos productores se vean como empresarios. Hay un tema de capacitación, de capacitación que tiene que ver con cuestiones empresariales, ¿no? ¿Y qué forma tienes? ¿Una cooperativa o pues son empresas? No, exactamente, o sea, ahorita justo lo que estamos haciendo y apenas la semana pasada se están formando estas sociedades de producción rural. Ya legalmente constituidas para que puedan tener acceso a mercados más formales, ¿no? ¿Y la producción es importante? O sea, estamos hablando de qué tipo de volumen. O sea, porque Sinaloa, por ejemplo, es un estado de gran producción agrícola. Me imagino que no están usando las técnicas de los aztecas. ¿De qué cantidad? O sea, estamos hablando en Xochimilco, o sea, en aquí, las chinampas. Digo, desafortunadamente, o sea, los volúmenes no son tan grandes, pero lo importante es que empresas como, por ejemplo, como Walmart, que es la fundación Walmart está financiando este proyecto. O sea, Walmart, por ejemplo, ¿están interesados en ese tipo de productos? Walmart ya está comprando esto. Ya están comprando, o sea, Walmart, ¿y están aquí en la ciudad? Sí, Walmart tiene un programa que se llama Pequeños Productores. Ok. A los que en el marco de ese programa ellos compran diferentes productos de pequeños productores, ¿no? Con condiciones de pago especiales, en lugar de pagar a 90 días les pagan en 15 días, etcétera, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, obviamente uno de los mercados potenciales es Walmart, pero también hay otros muchos como Tox, por ejemplo, que es un socio bastante importante para nosotros también Tox, aquí en México. La cadena de restaurantes Tox. Estos mercados como mercados alternativos, como el mercado del 100, el mercado alternativo de Tlalpan, estos comercializados. Y me imagino que también hay unos chefs aquí en la Ciudad de México que están interesados en comprar ese tipo de productos, ¿no? Eso es justo lo que estamos, en el marco de este proyecto, es justo lo que estamos tratando de hacer. ¿Cómo nos acercamos con la comunidad de los chefs para ofrecer este tipo de productos? Okay, porque me imagino que se enfocan más en la calidad que en la cantidad, ¿no? Exactamente. Para seducir los chefs, por ejemplo, de restaurantes importantes, pues la calidad es más importante, ¿no? Exactamente. Claro, inclusive hemos estado hablando con la gente que está consumiendo los jitomates que se producen de forma orgánica en estas zonas y definitivo el color, la forma, el sabor es totalmente diferente porque se produce totalmente diferente, ¿no? O sea, no hay componentes agroquímicos que al final también vienen a impactar directamente en la salud del consumidor final. Y se produce, o sea, por ejemplo, verdura, endémicos de México, por ejemplo, cosas que no conocemos en Europa, ¿se producen ahí mismo? Por ejemplo, las verdolagas, que en muchas otras zonas, inclusive en Estados Unidos, nos dicen que es maleza, y nosotros aquí las verdolagas se producen de forma orgánica en las chinampas y se comen en una salsa verde. Los comían los aztecas, por ejemplo. Claro, y tiene una fuente de nutrientes increíble que se tiene que retomar. Ok. ¿Por qué los productos orgánicos, de manera general, más allá de las chinampas, pero por qué son más caros? Porque hay que hacer un montón de actividades, ¿no? O sea, el productor orgánico hace un montón de actividades que no hacen los productores convencionales, y además también es un tamaño de escalas. El productor convencional es a gran escala, pero utilizando agroquímicos, pesticidas, pero justamente, o sea, compra químicos que el orgánico no compra.
Es que no, Ahora es que no es que no los compre, es que los tiene que producir. O sea, los produce de una manera orgánica. Sí, ok. O sea, Sí. son biofertilizantes, biopesticidas, incluso Pero por ejemplo... tiene que haber pesticidas, pero son Son naturales. por supuesto, ¿no? Por como supuesto. el ajo, por ejemplo, que es un pesticida Exactamente. natural que ayuda en muchas plantas. por Exacto, ejemplo. exacto, ¿no? E incluso utilizando insectos Ajá, sí. endémicos de la zona para que se coman a otros bichitos que atacan los cultivos, Sí, ¿no? sí. Pero sí, a final de cuentas nosotros sí reconocemos que el consumir de una forma sustentable u orgánica es mucho más caro que consumir de una forma tradicional, ¿no? Porque la tendencia, bueno, es lo orgánico. Nos piden de cambiar nuestra manera de consumir, pero al mismo tiempo, pues consumir orgánico es 20 o 30% más caro. Así que no es fácil de cambiar tu modo de consumo. Es más cuando costoso. Es más costoso, sí. Exactamente. O sea, la Y- salud tiene más costo. Más pues. costo, exactamente, ¿no? Y al final de cuentas es justo lo que estamos haciendo, es cómo involucramos a los consumidores para que nos empecemos a dar cuenta mucho más de la importancia de consumir esto, ¿no? Porque al final de cuentas, ahorita hablamos de producción orgánica, pero si lo pensamos hace 200, 300 años, era la forma en la que se producían los alimentos, ¿no? Sí, o sea, así y hace... producían. 60, 70 años con el boom de fertilizantes. Sí, la productividad es más alta, pero claro, Exactamente. o sea, se tienen costo en términos de salud. De salud, exactamente. Ahora, explícame, la ONG aquí en México, ¿cómo funciona? O sea, ¿dónde están sus ingresos? ¿Con la certificación, con los productos? ¿Quién les paga su trabajo? Vean, a final de cuentas nosotros como organización no gubernamental vivimos de ¿Subsidios? no subsidios, pero más bien de inversiones que hace el sector privado o de inversiones que hacen organismos bilaterales, multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano Y de los Desarrollo. ayudan como México, no como a Rainforest a nivel mundial. No, o sea, nosotros tenemos un Sus programa propios- específico sus para propios México presupuestos. y tenemos proyectos financiados por el Banco Mundial, por la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, por Ok. TOCS, por Jugos del Valle. Live de francesa, No nos hemos acercado con la ok, pues FD. tienen que AFD, porque sí tienen programas y tienen apoyos, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer. Ajá. Y sí, son como inversiones o donaciones que hacen desde el sector privado, que es muy importante para nosotros. Nosotros a nivel global tenemos alianza como con 400 empresas, entre las que están Nestlé, Unilever. Y ellos pagan la certificación, les dan un porcentaje. Exacto, me o sea, imagino. pero no todo tiene que ver con la certificación, ¿no? O sea, ¿No? al final de cuentas la certificación es como la cereza del pastel de todo lo que hacemos, de todo esto que hablábamos, que es la transformación de las prácticas de uso de suelo. Ok. ¿Y cuántos son? O sea, en la ONG como tal y como asesores, vamos, que están apoyando en labor de terreno. ¿Cuántos son? En México, Ajá. en México somos bien poquitos, somos ¿Sí? como 25. 25, como asociación, como ONG. Como ONG, solo Ok. en México, y tenemos nuestro área de influencia es Península Yucatán, Ok. Chiapas, Oaxaca y Jalisco. ¿Y están involucrados, por ejemplo, en la miel de la melipona mexicana? ¿Algún programa, por ejemplo, en Yucatán, Campeche, en relativo a la Sí, a la de abeja hecho melipona? trabajamos con muchísimos productos, todos los productos que tienen que ver alrededor de la conservación de bosques y selvas. La Ok. miel es uno de estos incentivos porque es un ingreso para los productores y además están haciendo una conservación directa de los bosques y las selvas. Otros son temas como la ganadería, ver cómo transformamos la ganadería para que no haya un cambio de uso de suelo y corten todos los bosques y cómo se puede hacer de forma amigable con los bosques. Entonces trabajamos con muchos temas, inclusive el tema de turismo tiene que ver con la conservación de los bosques y las selvas. Perfecto. Pero sí, y aquí lo importante es que nuestra intervención tiene un enfoque de paisaje. O sea, nosotros lo que hacemos es trabajar con todas aquellas actividades productivas que suceden en un mismo territorio, ¿no? Que tienen que ver desde la agricultura, ganadería, miel, flores, todo lo que sucede en un mismo territorio, es ahí donde intervenimos nosotros. Ok, entonces yo como comprador, como individual, los puedo ayudar, bueno, ayudarme, por ejemplo, buscando la ranita verde, ese es uno,
¿Los puedo ayudar directamente también como individual? ¿Hay una forma de cooperar con la Sí, ONG? por supuesto, hay un tema como de membership, que puedes acceder a través de la página de Rainforest Alliance. ¿Y dónde los encontramos? Nosotros estamos ubicados la oficina está en Concepción Beistegui número 13. ¿Y la página y internet? la página es rainforestalliance.org. De hecho, también tenemos redes sociales en México, tenemos Instagram y tenemos Twitter y nos pueden encontrar como Rainforest Alliance México. Bueno, pues ya dijeron todo. Muchísimas gracias por su intervención, Gracias por a esas ustedes. explicaciones. Vamos a ir a las chinampas. ¿Podemos llegar con trajineras? O sea, Claro. también podemos llegar con las trajineras. Ya es con más un, fácil. con un tequilita y un mariachi llegamos a las chinampas. Vamos Por a ver supuesto. sus De productores. compras. ¿Eh? De compras. De compras. Y vamos de compras. Claro. Ok, Su bolsa, muchísimas gracias bolsa de plástico. por haber venido. No, gracias Muchísimas por la invitación. Gracias. Y ahorita nos vemos para la siguiente cápsula. Jingle. You are a good person. You spend time with your family. You work out at the gym. Come on, push. You conserve water while showering. You like nice clothes. You give to charity. You recycle. You drive a Prius, but you use your bike when you can. You enjoy the occasional distraction at work. And you always send a card on Mother's Day. Always. But there's a part of you that tells yourself that you're not so good, that you could be doing more, that the world is falling apart at the seams and all you've been doing is yoga. One day you see that the rainforest is being destroyed at a staggering rate of 32 million acres a year. That's the equivalent of one football field every 78 seconds. You feel bad, angry, guilty. You've been apathetic for too long. You want to do something about it. You must do something about it. Well, this is what you're not going to do. You're not going to quit your job, leave your family, get on the next flight to Nicaragua, take a bus to the edge of the jungle, then hoof it across rivers, lakes, and streams on a quest to the very heart of the rainforest. Take me to the heart of the rainforest. You're getting closer. You're almost there. You have arrived. You're not going to ingratiate yourself with the local tribesmen, go to great lengths to earn their respect and trust. No. It is around now you realize you're living out the cliché gringo fantasy of becoming an honorary native and leading the resistant forces. But screw it. If they could do it, so can you. I'm gonna save you! This guy comes over here, I'm gonna do this, I'm gonna pull a zap thing, bats right through him, right over here. You're not going to coordinate and occupy the rainforest movement, realize it's hopeless, summon the power of the gods, lead a revolution against the deforesters and their multinational employers in an apocalyptic once-and-for-all battle to save humanity, only to awaken 2 days later in an El Salvadorian hospital with 2 toes missing on your left foot, Siri, I want to go home. hobble out of Central America, up through Mexico, across the Sierra Madre where you break down, have your first cigarette in 4 years, accidentally start a wildfire killing off the endangered species that once served as your occupational distraction, finally make it back home only to find you've been replaced at work by a guy named TJ, and that things at home are not what they used to be. You're not going to do any of these things, but what you can do is follow the frog. Buying Rainforest Alliance certified products ensures the future of our rainforests, so that you don't have to do the things you shouldn't do anyway. Just follow the frog. Que onda Mexico? Merci d'être avec nous encore sur cette émission, sur cette deuxième partie de l'émission de Que onda Mexico, avec ce soir 2 femmes qui vont nous rejoindre sur le plateau, qui nous ont déjà rejoints sur le plateau. Flora Pasquet, qui est musicienne et qui vient de La Réunion, et notre amie Béatrice Verneuil de l'association Mexico Accueil, qui fait partie des partenaires de l'émission. On va commencer par Flora en premier temps. Alors Flora, tu es née à Saint-Pierre de la Réunion. Tu es donc musicienne, tu vis actuellement au Mexique, tu prépares actuellement ton 4e album, Oui. on en reparlera tout à l'heure. Tu es issue d'une famille de musiciens également,
Et puis, bon, alors pour raconter un peu ton histoire, à 19 ans, après un BTS en communication des entreprises, tu quittes ton île pour poursuivre tes études de médiation culturelle à Paris. Parallèlement, tu prends des cours dans une école de musique, tu y rencontres d'autres musiciens et tu tombes amoureuse. Et comme par hasard, tu tombes amoureuse d'un musicien, un musicien mexicain qui est contrebassiste et qui te ramène donc au Mexique en 2009. Et depuis, depuis ton installation, tu n'as pas une minute à toi, tu te produis sur scène, tu travailles ton 4e album, tu donnes des cours de chant, de technique, d'improvisation. Et bon, tu vois, j'ai quand même pas mal d'informations sur tout ce que tu as fait. Et puis tu tombes amoureux du jazz après ton 3e album. Voilà, la chance te sourit, notamment quand tu rencontres Armando Manzanero. Manzanero qui est un énorme compositeur yucatec ici du Mexique, très 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 connu ici au Mexique. Et donc aujourd'hui tu en es à ton 4e album. Donc bonsoir Flora, puis merci d'être avec nous. Donc bonsoir, raconte-moi un petit peu ton Alain. histoire, parce que bon, c'est super intéressant de savoir que une femme une musicienne qui vient de l'île de la Réunion se retrouve ici à Mexico. Ouais. Donc tu fais quoi au quotidien exactement Au quotidien, donc là, comme tu disais, on est en train de travailler sur le 4e album. C'est un album qui fait un peu la transition musicale avec le 3e disque qui était plus jazz, où je reviens un peu plus à mes origines, à mon identité, à ma personnalité. Alors c'est quoi l'identité réunionnaise? L'identité réunionnaise. Parce que la Réunion c'est la France, mais c'est loin de la France. Ouais, c'est la fusion aussi, la non fusion. Je sens qu'il y a beaucoup de fusion, il y a beaucoup de couleurs de plusieurs parties du monde. C'est beaucoup de rythmes, des rythmes africains. C'est le Sega? C'est le Sega, exact. Ça y est, je me suis fait un pote. Hein. Et c'est revenir à quelque chose d'un peu plus amusant, un peu plus léger. Donc il y a des morceaux qui sont un peu plus hip-hop, un peu plus new soul, un peu de afrobeat, mais sans perdre le côté world music, non, dans l'instrumentation, de donner ces couleurs qui te font voyager, non, à travers la musique. Et bien sûr, non, le jazz au niveau Alors au niveau du jazz, tu chantes principalement en anglais et en français. J'ai écouté ça. Ouais. En espagnol, tu as un répertoire par exemple en espagnol ici au Mexique? En espagnol, mes chansons, je compose aussi en espagnol. D'accord, parce que je t'ai entendu en portugais. Oui. Voilà. Ouais. Très belle chanson en portugais. Merci. Brésilienne, samba, très jolie. Et oui, je n'arrive pas à me stabiliser dans une langue en particulier. Ouais. Et au début, je trouvais que c'était un peu un désavantage parce que du coup, ceux qui ne parlent pas français ne comprennent pas le français, ceux qui ne parlent pas espagnol ne comprennent pas. Enfin, la musique est universelle, mais bon. Voilà. Et après, de me laisser aller aussi, de me dire non, mais c'est OK, non, s'il y a ces parties-là de moi qui veulent s'exprimer en créole, non, de la Réunion, en français, en anglais, en espagnol, en portugais, de laisser aussi libre. Et même dans certaines compositions, non, les paroles sont mélangées, non, c'est un peu du fragnol, c'est un peu du créole avec de l'anglais. Donc et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus, non, comme on dit, les frontières s'ouvrent et j'ai l'impression qu'on devient aussi comme des humains un peu internationaux, non. C'est plus seulement... C'est la mondialisation au niveau culturel. Ouais, c'est comme un alebrije, non, comme on dit ici au Mexique. Et toutes ces couleurs et toutes ces facettes font de nous les humains qu'on est aujourd'hui et la richesse aussi, non, qu'on peut trouver en nous. Et donc à travers ce 4e album, mais aussi depuis les premiers albums. Donc là, le 4e album, tu es en train de le produire ou il est déjà sorti? Non, alors j'ai 2 singles qui sont déjà sortis. 2 singles, d'accord. Donc on va pouvoir en écouter un par exemple sur YouTube qu'on pourra mettre après l'interview. Ouais. Tu nous diras quelle chanson tu voudras qu'on écoute. Alors on a Rencontre au hasard. Vous pouvez l'écouter sur YouTube, sur mon canal. Sur ton canal YouTube, ouais. Sur Spotify. Flora Pasquet. Et on a aussi Last Night. Last Night en anglais. Pareil, qui est disponible sur Apple Music aussi, il me semble. Ouais. Sur Spotify, Segurissimo. Donc, moi, j'ai eu la chance
de connaître La Réunion, parce qu'il y a très longtemps, j'ai fait mon service militaire à La Réunion. C'était un très bon moment. Beaucoup de bons souvenirs. Mais c'est une île incroyable, d'ailleurs qui s'appelle La Réunion, parce qu'il y a le monde entier à La Réunion. Il y a les Indiens, les Chinois, les Noirs, etc. Et au niveau de la musique aussi, moi j'ai découvert le Sega donc, à La Réunion, qui est un peu l'équivalent du zouk en Martinique, grosso modo. Et bon, c'est une chaleur humaine incroyable. Et puis les gens sont dans cette île sont vraiment incroyables. Et ici au Mexique, la communauté, alors j'imagine qu'elle est toute petite, mais est-ce qu'il y a d'autres... moi je connais un autre réunionnais, mais français, blanc, je veux dire européen quoi. Ouais, moi j'en connais un autre qui est quelque Qui est part dans par le là. sucre, qui travaille dans le sucre d'ailleurs, Il un faut spécialiste, qu'on un ingénieur dans le essaie sucre. de se regrouper là un petit peu. Mais Parce il y a- que tout à l'heure j'ai connu un autre réunionnais. Ici? Ouais. Ah bon? Et il me dit, oh ça y est, Oui, vous avez fait Mathias. votre communauté, vous êtes 2 réunionnais au Mexique. Je pense qu'il y en a un peu plus, mais avec plaisir, moi j'aimerais Allez, bien... il était de Saint-Pierre, de Brapanon, Bah, ou alors il était- toi tu as même étudié au Tampon, c'est Au ça? Tampon, moi D'accord. j'ai grandi au Tampon. Là t'as grandi, C'est ouais. la maison de mes grands-parents, c'est vraiment là où je sens que c'est mon petit coin, non? Bah, Olivier connaît très bien la Réunion, effectivement. Ouais. Bah, écoute, je me suis fait tous les cirques, les 3 cirques, Mafat, Silaos et le 3e. Salazie. Oui. Et oui, donc j'ai visité, c'est très montagneux, c'est très volcanique. très escarpé, ouais. C'est Ouais. une super ville, c'est super beau. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de plages, il y a beaucoup de requins. Maintenant, il y a beaucoup de requins. Il y a un phénomène incroyable qui est en train de se passer là. Alors, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs... Bon, c'est pas très clair, mais il y a beaucoup de requins. Et donc au Mexique, en termes de Français de la Réunion, tu sais à peu près combien vous êtes? Vous êtes Franchement- une toute petite communauté ou pas? Non, tu sais Alors, pas. j'en Ce serait connais intéressant de 2. savoir, faire une petite enquête. J'en Trois- connais trois, 2. quatre. À l'association Mexique Accueil, Mexique il y a des Accueil, on pourra Réunionnais. essayer de Ouais, référencer. il y a On n'en a des pas réunions. pour le moment, mais Ouais. on sera la bienvenue. Bon bah On voilà, avait de Flora va recherche. faire partie de l'association Mexique Réunionnaise, cherche réunionnais. Accueil. Cherche Réunionnais urgent. Voilà, on mettrait une annonce si tu veux. Ouais. Et on se fait une petite soirée. Il y a une grosse communauté de Haïtiens, il y a des Martiniquais, des Guadeloupéens. D'ailleurs, on a régulièrement des soirées zouk chez des amis martiniquais. Martiniquais, Mais bon, réunionnais pas encore, mais dites-moi, je m'inscris et où? on t'invitera la prochaine. C'est où que je Pour que tu signe? nous amènes du Sega, parce que moi, Je ça, ramènerai depuis du mon Sega. service militaire, j'ai pas dansé le Je Sega. donc, ramènerai du Sega. On essaiera de faire une soirée Mexico Accueil réunionnaise. Ça serait Avec la chouette. musique Sega. Alors, où est-ce que tu te produis ici au Mexique? Principalement à Mexico, ou tu as déjà tourné un petit peu Je bouge dans la un petit République? peu. Je Ouais. bouge un petit peu dans la République. Là, Avec des Mexicains, avec des artistes, enfin des musiciens mexicains. avec des Mexicains, un musicien qui fait partie de mon groupe et du Salvador aussi. Du Salvador, ouais. Mais généralement, ouais, c'est des Mexicains. Et du coup, c'était aussi une belle expérience d'essayer de leur montrer la musique traditionnelle de la Réunion. Ouais, bien sûr, ouais. Et c'était vraiment un beau partage aussi culturel. Tu as déjà réalisé par exemple une tournée avec les Alliances françaises? C'est quelque chose qui est, Alors- qui est concevable par exemple? C'est intéressant. Ouais. Au Guadalajara, Monterrey, Mérida, Ouais. ils ont des espaces, des scènes. Ça serait chouette. Ouais. J'ai eu l'occasion de faire des concerts à Toluca, À Toluca. Irapuato, D'accord. de bouger un petit peu, mais avec plaisir. Ça serait Bon, bah très bien. Et chaleureux. Où est-ce qu'on peut donc sur ton canal YouTube? Ouais. C'est Flora Pasquet? C'est Flora Pasquet. Généralement, j'utilise plus Instagram. Instagram, ouais. Donc D'accord. Flora Pasquet. Et j'ai ma page artiste sur Facebook. D'accord. Et c'est Pasquet Flora. L'autre page personnelle est full, donc je pourrais pas vous répondre, mais sur la page Ouais, artiste... t'as plus de c'est 5000 fans, je crois, non? Ouais. J'ai Et voulu je veux m'inscrire, pas j'ai pas ouvrir. pu. Il m'a dit non, votre interlocuteur peut plus recevoir Sinon, d'amis il faut sur faire sa une page deuxième Facebook tellement elle a de page. fans, quoi. Enfin, c'est extraordinaire. Bon, bah très bien. Très bien, Flora. Et merci Non, Alain, mais merci à de- toi. Et qu'est-ce que tu veux qu'on écoute? Donc, on va mettre bien évidemment un petit morceau de ce que tu fais sur YouTube. Ouais. Quel est le morceau que tu as choisi et que l'on passera tout à l'heure? Alors, j'hésite. Hésite. Je peux te dire ça plus tard? Oui, ou ton morceau en portugais me plaît bien.
Je te laisse choisir. Bon, ok. Bah écoute, on mettra. De toute façon, comme ça, vous pourrez l'écouter. Et puis, vous entendrez exactement ce que fait Flora ici, au Mexique. On te remercie, bien évidemment, d'être venu sur l'émission. Ça, c'est pour toi. Tu as amené tes... Ah oui, très bien, ouais. Flora Pasquet. Je sais pas si on voit la caméra. Allez, c'est vrai. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est... Nice and Easy, c'est l'avant-dernier, celui-là. Celui du jazz. Voilà, c'est celui du jazz. Celui-là, c'est le deuxième. Et puis celui-là, c'est le deuxième, Entre ciel et terre. Voilà, les 2 CD. Le premier CD, j'en ai plus, mais il est disponible Sinon, sur Internet. on peut les commander sur Internet avec toi. Sur Amazon. Sur Amazon, je crois qu'ils y sont sur Amazon, ouais. Ok. Bon, bah, très bien, merci Flora. iTunes. Merci Flora. Un mot, un regard, sensation sur ma peau, signe ou hasard. Quand tu parles, je perds mes mots. Tes yeux, ta voix, me parler en disent trop sur cette histoire qui amène sur un je t'aime. Rencontre avec toi qui m'intrigue et m'inspire, m'attire, me fait chavirer. Signe au hasard, on le saura à la fin de l'histoire. Rencontre avec toi qui m'intrigue et m'inspire, m'attire, me fait chavirer. Signe au hasard, on le saura à la fin de l'histoire. Un seul mot, une caresse, un appel de toi me met en émoi, et quand tu te tiens à mes côtés, j'ai l'assurance que tu ne restes qu'à moi. Sinon mon monde cesserait de tourner. Si tu brises mon cœur, si c'est beau de toi et moi vole en éclats. Dans mes larmes, mes pleurs, je me laverai de toi qui as souillé mon bonheur. Muchísimas gracias. Esperamos que están disfrutando. Alors on continue avec une deuxième invitée, Béatrice, qui est responsable du bazar de Mexico Accueil. Alors, bon, je vais faire un petit résumé quand même pour Mexico Accueil. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes fraîchement arrivé à Mexico, vous connaissez personne, tout vous fait peur, vous avez besoin de conseils, de soutien, alors vous contactez Mexico Accueil. D'accord ? C'est une association qui reçoit, qui conseille, qui soutient, qui aide les nouveaux arrivants et qui organise une myriade de petits et de gros événements, dont des sorties en ville, petits déjeuners et des séminaires divers. D'ailleurs, Olivier a récemment organisé un séminaire sur le management interculturel dans le cadre de l'association Mexico Accueil. Alors ce soir, on reçoit Béatrice Vernaey, qui est responsable du bazar de Mexico Accueil et qui va justement nous présenter l'association, ses activités et en particulier le bazar navideño, le bazar de Noël navideño, qui aura lieu, je crois, le 25 novembre prochain. 23-24. Le 23-24 novembre prochain, ici à Mexico. Voilà. Bonsoir. Tu peux nous expliquer un petit peu Mexico Accueil dans le détail ? Donc merci déjà de nous avoir invités, c'est très sympa. Donc Mexico Accueil, c'est une association qui est ancienne, puisqu'elle a 38 ans ici à Mexico. Actuellement, on compte environ 300 membres. On est sur la période de réinscription, donc on n'a pas vraiment de membres actuels. Mexico Accueil, comme son nom l'indique, est vraiment aussi tourné sur l'accueil. Donc nous accueillons les francophones et les francophiles, bientôt les francophones de La Réunion. Les francophiles parce qu'on a beaucoup de Mexicains. Ouais, on a beaucoup de Mexicains qui ont envie de continuer à parler la langue, qui ont soit fait des études au lycée français, eux ils n'ont pas besoin d'aide, ils connaissent le Mexique. Ils connaissent le Mexique, mais par contre ils veulent continuer à parler français. Et du coup, lors de veulent être café, en contact avec la communauté française. Avec la communauté et la culture française. D'accord. Donc en fait, on les retrouve au moment des apéros qu'on organise tous les mois. Ouais, ils viennent pour l'apéro. Voilà, faire la fête. Ça marche tout le temps. Ça marche, l'apéro c'est top, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on fait des apéros mensuels, on fait aussi des cafés mensuels.
des sorties pratiques, comme tu disais. Donc le prochain, c'est le 30 novembre sur le thème de Noël. Donc là, c'est faire découvrir effectivement aux nouveaux et aux anciens des coins de Mexico qu'ils ne connaissent pas. On a aussi des soirées. La prochaine sera les soirées zouk. Soirée réunionnaise. La prochaine, non, la prochaine c'est sur le champagne en décembre. Mais par contre, on peut essayer de voir en 2019. On va démarrer l'année voilà. avec un Pourquoi petit pas zouk, faire un un petit petit zouk, voilà, exactement. Donc on a toute cette partie-là accueil, mais on a aussi 3 autres piliers. Le deuxième pilier de Mexico Accueil, c'est la partie culturelle. Les Français sont friands de découvrir la culture de Mexico. Oui, puis on découvre le Mexique à travers des Donc, sorties en ville, des musées. Voilà. Et on a deux excellentes et super guides qui nous accompagnent toute l'année, qui organisent en moyenne 2 sorties par semaine et une sortie le week-end, qui sont soit sur Mexico, soit en dehors de Mexico. Le week-end, ça nous permet aussi de voir effectivement des sorties familiales, parce qu'en semaine, c'est moins facile entre les enfants qui sont à l'école, les maris qui travaillent, ou les épouses qui travaillent, parce qu'on a aussi des conjoints dans notre association. Et puis ensuite, on a toute la partie qui est très importante pour nous, la partie caritative. À l'heure actuelle, on soutient 9 associations. Donc les noms, voilà, j'ai ma petite liste pour pas en oublier un seul quand même. Donc on a des bibes de rue, on a une Casa Hogar de la Salette, on suit une maison de retraite de la Casa d'Auvers, l'Arca, le dispensaire de la paroisse française, la CCI de Cuernavaca, l'albergue de Los Amigos de Maria, la Casa San Agustín et Cuenta con Nosotros. C'est des associations totalement différentes. On soutient et des enfants qui sont défavorisés, des personnes handicapées, des personnes retraitées, des personnes seules. On a vraiment des associations complètement différentes que l'on soutient tout au long de l'année. Mais qui soutient? Ce sont les membres de l'association ou c'est l'association elle-même? C'est l'association. Les dons viennent d'où? Les dons. Alors par exemple, la majorité des dons qu'on a, c'est lors du bazar. D'accord. Vous organisez des événements. Voilà, qui nous permettent de récupérer de l'argent et tous nos bénéfices vont pour l'association. Voilà. À but non lucratif. À but non lucratif. Voilà. Donc, et notre 4e pilier qui est tout nouveau, qui a 3 ans, qui est In Business, qui permet effectivement... Ouais, ça c'est nouveau. Voilà, ça c'est nouveau, ça a 3 ans, ça prend de plus en plus d'ampleur, on est très contents, on a entre 25 et 30 personnes à chaque séance. Donc là, In Business, c'est vraiment... on permet aux gens qui arrivent à Mexico, qui ont envie de monter leur business, qui ne savent pas comment faire, ou qui ont envie de retrouver du travail, mais... Voilà, le Mexique, tu as fait une conférence, donc tu nous as très bien expliqué qu'effectivement on ne fait pas la française, on ne présente pas son CV à la française, les entretiens c'est pas à la française, donc il y a effectivement beaucoup de choses à apprendre. Ou des gens tout simplement qui ont envie de faire une pause et qui veulent se définir sur un projet professionnel ou personnel. On les aide dans ces choses-là avec toute une équipe d'experts. Et la prochaine séance aura lieu le 23 novembre. Sur le recrutement au Mexique avec notre partenaire Michael Page qui animera cette séance. Donc on a un vrai partenaire expert qui anime et qui nous explique comment se recruter, comment faire le recrutement au Mexique. Et donc pour financer effectivement nos associations, nos 9 associations, on organise le 23 et le 24 novembre prochain. D'accord, donc ça c'est annuel, c'est tous les ans, c'est tous les ans, généralement. Pour cette année, on attend 86 exposants, 86, 88 parce que là il y a 33% de nouveaux exposants à peu près. On trouve de tout, hein, voilà, l'artisanat, jusqu'à l'artisanat mexicain. Voilà, l'artisanat mexicain, on va avoir effectivement des choses plus gourmets, on va avoir des cosmétiques, on a plein de choses, on a des créateurs, on a des artisans qui viennent, pas forcément que de Mexico, de la ville, on en a de Puebla, de Oaxaca qui viennent. D'accord. Donc là on a 88 exposants. Donc pour un exposant, il loue un espace. Voilà, il loue un espace et en fait son droit d'entrée, alors on va de 2100 pesos à 2700 pesos pour les 2 jours. Effectivement, toute cette partie-là est reversée à nos 9 associations. Donc c'est effectivement la grosse partie de rémunération. Et nous avons aussi des stands de Mexico Accueil où on va vendre des choses qui nous permettent effectivement de récupérer de l'argent pour nos associations. Et on va s'occuper de la restauration pour pouvoir aussi, pareil, récupérer de l'argent. Donc on espère récupérer 1,5 million de pesos à redistribuer sur ces 2 jours-là. Ouais. Ah oui, quand même, ouais. Ah oui, c'est pas petit, quoi. Non, c'est... Et en termes de communication, on est passé par les médias mexicains également. Alors, pour l'instant, ça va se passer à la paroisse française. À la paroisse française, ici à Polanco, c'est ça? À Polanco, 1758, Horacio. Horacio, à Polanco. Voilà. Et 23 et 24 novembre. Donc effectivement, c'est sur 2 jours. Et ça commence tôt Ça commence le vendredi, on commence à 8h30 jusqu'à 17h. Et le samedi, de 10h jusqu'à 17h. Avec le samedi, cette année, on va avoir une petite chose
supplémentaire, on va avoir le Père Noël qui va venir. Donc c'est la première. Enfin, c'est l'occasion de toute façon pour venir faire ses courses de Noël. C'est de faire les courses de Noël pour les achats, enfants, voilà. Et on va offrir aux gens qui viennent avec leurs enfants une photo avec le Père Noël pour qu'ils repartent avec un petit souvenir. Il y a un coût pour entrer? C'est 20 pesos l'entrée. D'accord. C'est combien l'entrée? 20 pesos. 20 pesos, d'accord. Voilà. Et avec les 20 pesos, voilà, ils peuvent se balader. Après, effectivement, ils peuvent acheter. On a un stand bistrot et puis on aura le Père Noël. Donc on peut boire un coup aussi, il y a un apéro? Alors, il y aura l'apéro. Il y aura un apéro. Moi je suis mexicain, donc moi je veux un apéro, sinon je viens pas. Voilà, on aura l'apéro et puis on a effectivement tout un stand. On aura même un barbecue le samedi. Il y a même un barbecue, donc avec des baguettes merguez, par voilà, exemple. Sandwich merguez, voilà. Vraiment un moment merguez à venir. Pastis et merguez pastis, on est heureux. Voilà. Tout va bien. Bon bah merci Béatrice et puis le bonjour à Viviane. Merci. Cette nouvelle présidente de l'association mexicaine. Viviane qui est la nouvelle présidente. On a un Voilà, bureau quasiment neuf, nouveau. Oui, tout est neuf en fait. On a une nouvelle présidente, deux complètement nouvelles rénové. vice-présidentes. Voilà, ça change. Dynamique, sympa. Ah ouais, agréable. On Super espère, équipe. on essaie. Toi, tu as eu l'expérience puisque tu viens de faire un séminaire. Ouais, j'ai fait une conférence et j'ai été surpris. Ça m'a généré du business. Ah bon? C'est-à-dire que grâce à la conférence... T'es pas allé pour ça, t'es allé surtout pour aider non, l'association. moi je suis pas allé, je pensais pas. Ouais. Mais j'ai été contacté après ma conférence par une petite PME française qui s'appelle Bridor, qui fait des pains au chocolat et des croissants. Ouais, qui distribue Et puis, dans les Total. nouvelles stations essence par Total. je crois. et je pense que Total, il y a Ah oui, bah voilà, il y a Total. voilà, il y a du gros business. Ah oui, donc j'ai eu un premier rendez-vous. si vous voulez faire du business, Voilà, Mexico Accueil que vous aidez. rapprochez-vous de Mexico Accueil. Complètement, ouais, Hein je confirme. Je Je confirme. confirme, c'est très efficace. Bah, tant mieux, on est heureux. Ouais, bah moi aussi, j'étais très heureux parce qu'en plus il y avait beaucoup de monde. Je sais que vous avez fait des BF grâce à la conférence Voilà. et bon, je suis content d'avoir participé à aider les associations grâce à ma conférence. Voilà. Parfait. Alors pour continuer sur l'émission, est-ce que vous connaissez du Yucatan? Vous êtes déjà allé à Mérida, vous connaissez du Yucatan, vous connaissez les cenotes. Donc ce soir, on a un reportage que nous a réalisé Nicolas Quirion sur les cenotes de Kusama. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est situé à 40 km de Mérida, sur la route des cenotes. Et ça constitue une excursion des plus plaisantes qui vous permettra de découvrir 3 cenotes qui sont semi-ouverts. Le parcours qui fait 9 km se réalise dans un petit chariot tiré par une mule qui est appelé un truck et qui donne à cette expédition un délicieux goût d'aventure. Alors, la curiosité naturelle typique de la péninsule du Yucatan, les cenotes sont le produit d'un phénomène de dissolation, d'effondrement d'un terrain calcaire. Alors, en clair, c'est quoi? C'est une calotte qui tombe et ça s'ouvre sur ce réseau hydraulique qui se trouve au sous-sol de tout l'état, de toute la péninsule du Yucatan. Les Mayas y considéraient ces puits comme un moyen de communication avec les dieux de l'inframonde. Le gouffre représentait une bouche. Ils étaient utilisés comme lieu de culte dans lequel étaient jetées des offrandes et des victimes sacrificielles. D'accord? Les 3 cenotes de Kusama, alors ça s'appelle Chelentun, Chaxinik et Bolok Xochol, d'accord, appartiennent à la catégorie des semi-ouverts. Donc la traversée constitue en soi une attraction. Il y a ce chemin de fer qui fait que ce voyage est extraordinaire et Nicolas Quirion nous présente ce vidéo qui est absolument incroyable, un reportage fabuleux avec y compris une interview de guide maya qui parle français. Vidéo. Bueno, la ruta de acá son de 3 cenotes, que consta del pueblo de Kusama, Hacienda Chuncanán. Cada uno está localizado como a 3 kilómetros. El primer cenote se llama Chelentún, en maya, en español es arco de piedra. El segundo es Chaxinikche, significa palo de hormiga roja. Y el tercero, es Bolonchohol.
La péninsule de Yucatan, c'est une nappe phréatique. Et quand la surface est desplomée, apparaît l'eau. Oui. Et ça s'appelle puits naturel ou cenote. Oui. Cenote. D'accord. C'est la formation naturelle. Et quand la pluie se filtre et se desplome le sol. Oui, le sol filtre l'eau de pluie. Exactement. Voilà. Donc il y a les cenotes, ils sont quelquefois dépendant de la veine de l'eau. Oui. Et c'est le mètre où se trouve l'eau. Donc quelquefois se trouve à la surface. Oui. Donc quelquefois il faut descendre beaucoup pour prendre l'eau. D'accord. C'est ça, cenote. Très bien. Et utilisé pour les mayas et pour l'eau. Normalement, les cités mayas étaient établies près d'une cenote. D'accord, oui. Comme Chichen Itza. Comme Chichen Itza et beaucoup que se trouvent à retour. Aujourd'hui, enregistré, il y a 2000 cenotes à la péninsule de Yucatan. Ah oui, 2000 cenotes. 2000. Et combien est-ce qu'on peut visiter? C'est difficile de dire exactement combien. Et c'est possible de visiter parce que beaucoup se trouvent près de la petite ville qui ne se trouve pas à la route touristique. D'accord. Très bien. Merci. Merci. Bueno, pues a los turistas que nos visitan aquí les recomendamos que no utilicen bloqueador, pues porque contaminan el agua. Y en el caso de nosotros, la gente del pueblo, pues nosotros el agua potable proviene de los cenotes. Los cenotes en sí son ríos subterráneos, tienen conexión entre todo. Muy bien, ¿el pueblo de aquel lado saca el agua potable del cenote? De los cenotes, así es. Y no sé si en tus labios escarlata bebo la esencia que me da la vida, o el pérfido veneno que me da. Ma chère France, nombreuses pages de mon histoire convergent avec des idées que vous savez favoriser. Et je sais que vous serez ravis de savoir jusqu'où elles sont allées, car vous les trouverez sur mes murs, dans mes rues et dans mes chansons. Elles portent ma touche personnelle, mais c'est vous qui les avez éveillées en moi. Vous êtes certainement un monde de bonnes idées, car vous avez traduit votre éminente gastronomie en une référence. Vous avez séduit le monde avec votre mode. Votre impressionnante culture nous a touchés. Nous admirons toujours votre magnifique architecture. Vos paroles ont été source d'inspiration pour nous et nous sommes tombés amoureux de vos chansons. Je sais que vous aimez aussi mes idées, car elles débordent de passion. Rares sont ceux qui apprécient mon surréalisme autant que vous. C'est pourquoi j'aimerais que vous veniez, que vous dansiez avec des têtes de mort, que vous écoutiez les mariachis, que vous embrassiez dans l'une de mes ruelles, que vous rencontriez mes amis, que vous tiriez des leçons de mes cultures vivantes, que vous soumiez les cafés et que vous savouriez le chocolat. J'aimerais que vous vous égariez sur mes routes sacrées et dans la jungle, que vous séjourniez dans une hacienda historique, que vous dormiez au bord de la plage et que vous vous pariez de mes accessoires. Imaginez seulement jusqu'où nous arriverons ensemble. Je salue toutes vos connaissances sur mes groupes originaires. J'ai plaisir à voir que votre palais savoure mes plats exotiques et mes boissons fortes. J'apprécie que vous adoptiez mon style dans votre design. Je suis heureux que vous sachiez combien il est difficile de confectionner une robe entièrement à la main. Je suis ravie que vous admiriez la nature dans toute sa diversité. J'adore votre rapport à la nature et votre passion pour elle. J'aime que vous écriviez et que nous parlions. Continuez de susciter des idées, qu'elles ne finissent jamais, car je les apprécie énormément. Vive la France, vive le Mexique.
Aqua Reotier, de l'Occitan. Dentro de esta cápsula de Nespresso está México. Su tierra fértil. Sus manos llenas de pasión. Y el mejor café. Para lograrlo, Nespresso implementó con Rainforest Alliance un programa para 1,700 productores mexicanos, capacitándolos en buenas prácticas agrícolas y de conservación del medio ambiente, reconociendo así la calidad del café mexicano y exportándolo a más de 60 países. Nespresso, creando valor compartido en México.